c'est parti. Donc aujourd'hui, on va donc voir la maquette numérique urbaine au-delà du bâti. Donc vous connaissez peut-être les maquettes numériques de bâtiments, de projets d'architecture. Aujourd'hui, on va parler des maquettes numériques qui s'appliquent à un territoire, des espaces extérieurs au-delà du bâtiment. Donc moi, je suis donc Sophie Barré, ingénieure du paysage de formation scientifique, consultante formatrice en paysage numérique, City Information Modeling, Landscape Information Modeling, et je travaille donc avec l'équipe d'ACTH et aussi le pôle EVA-DIG de formation interprofessionnelle, et j'interviens aussi dans des écoles d'ingénieurs, établissements supérieurs, ponctuellement au CNAM, le IVP, etc., donc des écoles de paysage, ITIAP. Je travaille en fait depuis dès les années 2000 sur ces problématiques de modélisation de paysages et de territoires en 3 dimensions. J'ai été formatrice déjà sur l'ancêtre des logiciels BIM dès les années 2000. J'ai été aussi bêta-testeuse de logiciels de modélisation d'arbres. Et c'est en fait en venant de l'arbre et de la botanique que je me suis intéressée à la modélisation de paysages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en parler davantage. Donc, j'interviens aussi lors d'événements. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, c'est que de ces maquettes de paysages que je fabriquais, maintenant, on va de plus en plus les faire parler et les utiliser comme support d'information interactif et évolutif. Donc, Labo des paysages, c'est l'activité que j'ai créée pour faire du conseil, de la coordination de projets numériques et de la production. Et je collabore donc avec l'équipe d'ACTH en tant que formatrice, mais aussi en tant que consultante pour les accompagner sur des marchés, donc des marchés liés aux maquettes numériques, de grands territoires, de sites, sur des problématiques de transition SIM et LIM. Et j'ai donc, par exemple, travaillé sur le grand marché de la maquette urbaine du métro du Grand Paris pour la société du Grand Paris. Et je travaille aussi avec eux pour accompagner des agences d'urbanisme et préparer des formations à la carte, en intra ou en inter, sur les maquettes, la transition numérique et sur la prise en main d'outils concrets pour faire du SIM. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va voir les maquettes numériques et le City Information Modeling pour essayer un peu de décloisonner ces concepts et de comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra les liens, l'héritage du BIM et des SIG pour ce SIM. On verra tout un tas d'exemples d'usage. On ne sera forcément pas exhaustif, mais ça vous donnera déjà une idée de ce que vous pouvez faire avec le SIM pour vos métiers. Ensuite, on verra vraiment concrètement le contenu, la fabrication, qu'est-ce qui compose un modèle SIM. Et on fera aussi une petite démonstration, vous verrez un exemple de modèle. Enfin, à la fin, on verra comment se lancer et on pourra répondre à vos questions. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, c'est vrai que on assiste à une double transition écologique et numérique. Et aujourd'hui, pour aménager et gérer le territoire, on doit rendre des comptes, on doit être vertueux dans la mobilisation des ressources et on doit aussi répondre à des besoins, surtout face aux nouveaux enjeux avec le réchauffement climatique et les besoins d'économie. On doit vraiment justifier toutes les décisions liées à l'aménagement et essayer de créer un cadre de vie durable et partagé. Donc, on a de la chance, c'est qu'on est aussi soutenu par un essor technologique et une certaine démocratisation du numérique, avec vraiment les apports des différentes technologies, à la fois d'ingénierie, du jeu vidéo, des télécommunications avec le cloud, etc., mais aussi des nouvelles techniques de travail, de management autour de la data, qui font qu'on est de plus en plus performant pour travailler sur le territoire et pour répondre donc à cet effort de transition. Donc, la maquette numérique de territoire, la maquette numérique de ville, elle engage un processus vertueux au service de cette ville. Vous savez que déjà depuis 2015, les Nations Unies avaient mis dans leur objectif 11 que la ville durable était un des objectifs pour créer les territoires au service donc des citoyens tout en limitant la consommation de ressources.
Donc, en fait, cet outil de maquette numérique va nous servir comme outil pour améliorer et répondre à ces objectifs, pour offrir une vision documentée et partagée du territoire. C'est donc un socle commun de travail pour faire des tests sur les aménagements et gérer en fait les sites en mode virtuel. Donc, ça s'adresse à qui? Finalement, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse au triptyque, les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage qui vont lancer des projets, les maîtres d'œuvre qui vont créer, qui vont designer les aménagements, et bien sûr à ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire à tous ceux qui vont utiliser les sites créés, mais aussi qui vont utiliser ces modèles qui peuvent donc servir à tous les utilisateurs de ces maquettes. Donc, les maquettes numériques de territoire vont aider à comprendre, à anticiper, à mieux décider. Ça va aider à la conception, à la concertation, à la gestion des sites et à la communication. Tout ça pour agir mieux sur son territoire. Donc, on sait que les objectifs de maîtrise du territoire, c'est le connaître, le valoriser, le préserver. Donc là, on pense bien sûr à tout ce qui est environnement. Donc, de plus en plus, ces maquettes servent aussi à répondre à ces enjeux. Aménager, gérer les sites, donc ça vous connaissez bien pour tout ce qui est gestion des actifs, pour les grandes sociétés, pour les villes, c'est extrêmement important de gérer le vieillissement de son bâti, ses réseaux, etc. Mais aussi les actions sur le territoire, ça peut être la sensibilisation du public à certains thèmes, ça va être l'accueil, l'animation, la sensibilisation. Donc ça aussi, c'est des choses un peu plus humaines qui vont être finalement supportées par un outil technique qu'est la maquette de territoire. Donc, d'où vient ce CIM, ce cadre, quel est le cadre institutionnel qui supporte l'émergence de ce concept de City Information Modeling? On verra la définition tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on n'a pas de standard, de normes ou de cahier des charges type pour décrire ce CIM, mais on a quand même une mise en œuvre qui commence à se faire en cohérence avec le plan BIM national et les objectifs de développement durable. On a déjà les directives Inspire, les démarches Open Data qui en fait incitent l'interprofession à travailler avec certains standards et méthodologies pour avoir un socle de pratiques communes pour faire des maquettes numériques. Donc, on va s'inspirer un peu de tous ces plans numériques nationaux du bâtiment, l'essor aussi, le besoin du PC numérique, là, depuis 2016-2017, ça va faire aussi que ça va porter ce besoin en maquette numérique. On a déjà des premières publications sur le BIM au-delà des murs, donc appliqué au paysage. Et sur la maquette numérique urbaine, moi, j'ai participé, là, vous voyez en vert, à la rédaction d'un premier dossier là-dessus dans les cahiers de pratique du moniteur en 2014 sur la maquette 3D et les villes numériques. Et on assiste bientôt, quand même, dès aujourd'hui, au premier projet qualifié de CIM en France. Hein. Donc, il doit y avoir ça fait à peu près 10 ans qu'on voit émerger ces projets-là. Donc, les méthodes de gestion de projets en CIM sont inspirées du BIM, sont inspirées aussi des méthodes de gestion des données géographiques. Il y a quand même un gros travail sur l'écosystème des métiers de l'aménagement pour travailler sur ces sujets. Donc, il y a de la recherche, il y a des groupes de travail, des livres blancs qui sont faits par les maîtres d'ouvrage, les aménageurs. Et il y a aussi un Vademecum qui est sorti en 2022 par un groupe de travail sur le sujet, sous le chapeau du ministère de la Transition écologique. Donc, je vous invite à lire tous ces documents. Donc là, je ne vous mets pas les liens aujourd'hui, mais c'est vrai que tous ces documents sont disponibles dans les formations qu'on donne. Donc, on a aussi une nouvelle manière de représenter le territoire, avec des nouvelles données pour décrire le territoire en 2D, en 3D, en prenant en compte le temps, les coûts et aussi l'environnement, les données environnementales. Tout ça va être supporté par des données qui vont être riches en attributs descriptifs pour pouvoir gérer tous ces paramètres.
Les maquettes numériques sont issues aussi des connaissances qu'on a en système d'information géographique, donc en cartographie numérique, puisque les données vont être géolocalisées, elles vont avoir certains standards, ça permet d'analyser les données, d'éditer des cartes, etc. Donc ça, c'est vraiment issu du SIG. La maquette va aussi bénéficier de tout ce qui est technologie liée à la capture de la réalité, donc les nuages de points, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, tout ce qui est démarche de ville intelligente, de Smart City. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aussi bénéficier des apports de l'industrie, du PLM, Product Life Management, qui a en fait la notion de cycle de vie. Donc, on va appliquer, comme le cycle de vie d'un ouvrage en industrie, on va l'appliquer à un territoire. Donc, on va pouvoir suivre l'évolution d'un projet en l'étudiant virtuellement, de la préprogrammation jusqu'à sa gestion et à sa rénovation. On a encore besoin de standards, comme je vous le disais, puisqu'on n'a pas de méthodologie ou de standards ou de format SIM tout prêt sur l'étagère. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, puisque en fait, on va construire la maquette qu'on veut, qui répond à nos besoins. Donc, finalement, le SIM, si on doit définir ce concept, hors toute définition de dictionnaire, puisqu'il n'y en a pas encore, c'est une extension du concept de BIM au-delà des bâtiments et ouvrages, qui va permettre de contextualiser les constructions ou de contextualiser les projets et les sites auxquels on s'intéresse. C'est aussi, moi, si vous voulez, par exemple, par rapport à mon expérience de paysagiste qui va mettre en contexte des projets d'aménagement, c'est une évolution de la maquette numérique urbaine. C'est-à-dire que la maquette numérique urbaine va se doter d'informations, être de plus en plus intelligente et va permettre de tout un tas de fonctionnalités pour améliorer l'aménagement et la gestion des sites. Donc, quand on parle de SIM, on parle de City Information Modeling, donc calqué sur le BIM, Building Information Modeling, où dans Building, c'est à la fois building comme le bâtiment, mais aussi building comme la construction. Donc, on pourrait dire que le SIM, c'est aussi du BIM, puisque c'est du building, c'est aussi de la construction. Tout notre environnement est construit à part les éléments naturels, bien sûr. Donc, le City Information Modeling est donc inspiré du concept de BIM qu'on applique au territoire, au site et à la ville. Il concerne la construction, l'étude des systèmes urbains, de leurs composantes, de leur fonctionnement, de leur usage et de leur gestion. C'est donc le M de SIM va s'adresser à la modélisation des informations ou des données de la ville. Le M veut aussi dire modèle numérique. Donc, c'est le modèle numérique d'information de la ville avec des composantes géométriques, mais aussi des composantes d'information, donc une certaine sémantique appliquée au modèle qui va permettre d'appeler des informations et de décrire ce qu'on voit sur le modèle. Et vous allez aussi entendre d'autres acronymes pour parler du SIM. Donc, vous allez entendre, bon, avant on parlait de GeoBIM, mais maintenant c'est le nom d'un logiciel édité par Esri, mais il y a aussi le BIM géomatique. Il y a le modèle numérique urbain, le MNU, donc ça on parle beaucoup de ça. Le modèle numérique de territoire, donc moi j'aime bien cette expression, mais hélas il se confond avec le MNT, modèle numérique de terrain, donc l'abréviation n'est pas très pratique. J'aime aussi parler de paysage numérique, mais vous entendrez aussi peut-être parler de LIM, de TIM, de KIM. Donc le LIM, c'est landscape, donc ça va être un SIM plus orienté paysage. Donc pour tout ce qui est aménagement paysager, minéral, hardscape, mais aussi softscape, tout ce qui est végétation. Le TIM, c'est quand on parle du territoire, le KIM du quartier. Donc vous allez peut-être voir tous ces noms dans la littérature. Il y a encore un autre terme qui est très à la mode de ces dernières années, c'est le jumeau numérique. Donc, la différence, si vous voulez, entre le SIM et le jumeau numérique, c'est qu'un jumeau numérique va être relié à la réalité du site. Il va représenter la réalité d'un site. Donc, plus qu'une projection de projet virtuel, ça va être une représentation de la réalité et ça va aider à gérer, suivre ce qui se passe dans le monde réel grâce à des outils, à un avatar virtuel de ce site.
C'est aussi relié aux notions de smart city, de ville intelligente. Je vous disais tout à l'heure qu'on croise en fait tous ces impératifs sociaux, économiques et environnementaux quand on parle de maquettes numériques urbaines et de leurs usages. La ville intelligente, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement une smart city super high-tech, c'est finalement une ville durable, partagée et connectée, qui s'appuie sur des technologies comme l'Internet des objets, des méthodologies comme la collaboration pour mieux gérer la ville et utiliser aussi des flux d'informations qui traversent cette ville pour bien la gérer sur des bases solides. Donc finalement, le CIM, c'est une démarche de documentation du territoire et c'est aussi un modèle de territoire. Donc c'est à la fois le modèle et la méthode. Donc c'est un modèle qui va être visualisable avec une composante graphique, une certaine géométrie des objets, un certain rendu, une certaine méthode de visualiser et de visiter les modèles. Il va être organisé et décrit. Donc là, on va parler de la donnée, de la fraîcheur de la donnée qui est rentrée dans cette maquette pour la décrire. Donc elle est constituée de géométrie, mais pas seulement, de sémantique avec des attributs, des informations qui sont attachées. C'est une maquette qui est souvent évolutive, vu qu'elle correspond à une certaine phase, si on parle de projet de programmation, de construction, de chantier, ou même d'exploitation. Donc, tout ce qui est renseigné dans une maquette est daté ou correspond à une certaine phase, à une certaine temporalité, et c'est exploitable pour des usages précis. Hein. Donc, un paysagiste ne va pas avoir le même usage qu'un géomètre ou qu'un gestionnaire de réseau. Pour tout concaténer tout ça, pour tout rassembler ces données sur un site, sur une maquette virtuelle de territoire, c'est très important d'avoir finalement le point commun, ça va être la position des objets dans l'espace virtuel, la géolocalisation. Ça permet de récoller tous ces éléments hétéroclites sur un même socle virtuel à différentes échelles. Donc là, voilà un exemple de différents visuels de maquettes numériques. Donc, vous voyez que ça peut être très réaliste ou très schématique, appeler des informations, avoir des représentations plus ou moins schématiques ou symboliques. Tout est possible. Donc, quel est le lien, quel est l'héritage, si vous voulez, de ces maquettes numériques du CIM avec le BIM et les SIG? Donc finalement, c'est les mêmes raisons d'être que le BIM, le CIM, mais au lieu de l'appliquer à un bâtiment ou à un ouvrage en particulier, on va un petit peu sortir de l'ouvrage et on va l'appliquer aux hyperlots, par exemple des ports, des centres-villes, des hôpitaux, des parcs. On va l'appliquer à tout par exemple, des assets, des actifs d'une société, donc toutes les usines d'une société. Ça peut être un CIM multisite aussi. On va l'appliquer à des sites, à des quartiers, à des villes. Donc finalement, c'est la même raison d'être que le BIM, mais ça va s'appliquer à un territoire hors les murs. Donc, quels sont ces principes de BIM qu'on peut aussi appliquer au CIM? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la notion de cycle de vie, de contenu évolutif qui prend en compte le temps et l'évolution des projets ou, par exemple, de l'usure des matériaux. Ça va favoriser la collaboration puisqu'on partage une vision commune et chacun intègre ses données métiers sur un même socle. Ça va éviter la perte d'informations puisqu'elles sont numérisées et rentrées dans le modèle au fur et à mesure des phases des projets. On va pouvoir ainsi anticiper les besoins futurs et faire, on va dire, virtuellement avant de faire dans la réalité. Donc ça, vous pensez bien que ça évite de faire des erreurs en chantier qui coûtent beaucoup plus cher que de les corriger virtuellement sur une maquette en amont. Ça va aider aux prises de décision, bien sûr, et anticiper les erreurs, puisqu'on partage cette vision renseignée et précise de ce qu'on fait pour travailler sur le territoire. Ça va faciliter l'édition semi-automatique de livrables. Donc ça, c'est la magie de l'informatique. C'est-à-dire que pour faire des modifications, on ne va pas avoir à retravailler dans plein de logiciels différents, mais on va utiliser la modification effectuée dans la maquette pour éditer des cartes, des documents, des tableaux Excel et mettre à jour vos coupes, vos documents et vos livrables.
Et ça va permettre aussi de faire des quantitatifs, des métrés très précis sur des bases qui utilisent vraiment la 3D. Vous pensez bien que de faire un métré en 2D sur un plan AutoCAD pour un linéaire d'autoroute, de talus d'autoroute, ça ne va pas être le même en 3D. En 3D, il va y avoir plus de surface prise en compte. Donc, c'est très important économiquement d'être précis aussi là-dessus sur la géométrie grâce à la 3D des maquettes. Et finalement, tout ça, c'est un but, c'est l'objectif est bien d'atteindre la qualité attendue des constructions. Je rappelle que la qualité en soi, ça ne veut rien dire, mais c'est la qualité attendue qui compte, c'est la qualité par rapport aux besoins, à l'exigence qu'on s'est fixé au départ. Donc, la démarche SIM et la démarche BIM aussi, justement, mettent bien les curseurs de la qualité attendue au début dans des documents contractuels et dans des méthodologies partagées par tous les acteurs du projet. Donc, la petite différence avec le BIM, hein, quand on s'intéresse aussi au City Information Modeling, c'est que finalement, on va être dans un cadrage, un environnement plus complexe puisqu'il est plus étendu, avec aussi un temps plus long. Le temps des ouvrages extérieurs est beaucoup plus long que le temps de rénovation d'un bâtiment. Le modèle est co-construit hein, avec un socle de base et on va pouvoir imbriquer différents modèles de lots qui vont être des modèles thématiques ou des modèles métiers. Par exemple, ça va être les thématiques, ça va être les réseaux, les arbres, etc. Les métiers, ça va être la couche VRD, la couche paysagiste, la couche culture du service. Hein, vous voyez, tout est possible. Donc, finalement, le modèle de coordination qui va résulter va être souvent fait sur une plateforme et il va permettre de valider, par exemple, des conceptions d'aménagement. Et donc, ce SIM va aussi utiliser des méthodes de management qu'on utilise pour le BIM. D'ailleurs, on a des appels d'offres aujourd'hui qui sont des appels d'offres de marché de coordination BIM-SIM, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout de suite aussi la notion de maquette urbaine au-delà du bâtiment. Pour rédiger les documents contractuels qui définissent un peu qui fait quoi dans ces projets-là. Donc, il va y avoir le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, il va y avoir des conventions, des contrats qui vont dire qui fait quoi et qui s'engage à faire quoi avec quelle méthode, et aussi un plan d'exécution pour produire ce modèle. Donc voilà un petit récapitulatif que j'aime bien montrer aux apprenants, que ce soit en formation ou en cours, pour vous montrer un petit peu toutes les étapes, tous les exemples de l'échelle auquel s'adresse le CIM. Vous voyez que par exemple, là vous avez la flèche donc avec toutes les échelles. Donc, pour tout ce qui est 3D, on va pouvoir modéliser des composantes d'un objet jusqu'au grand territoire, bien sûr, mais c'est souvent, on utilise des modeleurs pour modéliser plutôt des objets. Donc, en architecture, ça va être les objets à l'intérieur du bâtiment, mais en infrastructure, ça va être tout ce qui est pont, etc. Et en CIM, on va aussi modéliser le mobilier urbain, tous les espaces. Ça peut être modélisé en 3D. Les modèles numériques de bâtiments, donc qu'ils soient en BIM ou pas en BIM, vont donc être bien sûr à l'échelle du bâtiment, voire de la parcelle, si on y associe leur parvis, leur toiture et leurs abords. Vous avez aussi tout ce qui est représentation LIM ou BIM des modèles infrastructure et paysage, donc qui vont être encore un peu plus étendus que les modèles de bâtiments en termes d'échelle. Je prends un petit peu d'eau pour m'hydrater. Vous allez avoir aussi tout ce qui est système d'information géographique, donc qui, eux, historiquement, sont plutôt faits pour gérer du grand territoire et parler des espaces extérieurs, et moins de la construction comme les modèles numériques de bâtiments, de paysages et d'infrastructures qui, eux, sont plus des modèles de conception d'aménagement, alors que les SIG sont plus un modèle de gestion de l'existant qui vont s'adresser à un territoire donc plutôt à l'échelle d'un lot jusqu'à un super grand territoire comme un département ou même une région du monde. Et finalement, le CIM embrasse tous ces modèles-là et permet de représenter
les territoires à toutes ces échelles. Donc, il a une vocation intrinsèque, par nature, d'agréger tous les autres modèles. Donc, je vous ai dit déjà que le territoire qui s'intéresse au CIM est plus complexe. Il a des données hétérogènes. On va aussi avoir une certaine difficulté, c'est que sur ces différentes échelles, on va avoir des cadres réglementaires variés, mais c'est possible de les prendre en compte, de modéliser ces contraintes, par exemple des zones d'exclusion qui sont issues de lois ou de contraintes urbanistiques. Donc ça, on va pouvoir les modéliser, prendre les contraintes et les exigences des limites d'un projet, d'un PLU, etc. Donc ça, de zones d'exclusion pour protéger des arbres, tout ça, ça va pouvoir être intégré comme contrainte dans la maquette pour aider à mieux gérer et concevoir des sites. Les données sont massives, donc il va y avoir un travail de tri des données en amont et de savoir quelle est la donnée utile à utiliser, puisqu'il faut prendre garde à l'infobésité. Il va y avoir parfois un besoin de simplification des données, puisque une maquette, certes, peut intégrer tous les détails d'un bâtiment. Une maquette de paysage peut intégrer tous les détails d'un bâtiment, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, il va y avoir aussi des travaux de simplification parfois. On va avoir aussi une notion de seuil si on doit aller à l'intérieur des bâtiments. Donc, comment se fait le passage quand on fait une visite virtuelle de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment? Est-ce qu'il y a un gros décalage dans le rendu et dans le niveau de détail? Donc, tout ça, c'est des choses à penser en amont. Bien sûr, le CIM, comme il est beaucoup plus récent, il y a moins de méthodologies, de standards et de communautés qui vont vous donner des recettes déjà prêtes pour travailler en CIM, vu qu'on manque encore un petit peu d'interopérabilité et de standards. Mais il y a quand même tous les consortiums issus de la communauté SIG et de la communauté BIM infrastructure et paysage. Moi, je suis en relation, bien sûr, avec l'interprofession qui s'intéresse au paysage sur ces questions-là. C'est encore au balbutiement. Et on a aussi des outils qui sont présents, mais qui sont assez variés. Et on est toujours amené à avoir une sorte de workflow personnalisé pour utiliser les logiciels et les données et les rendre en tant que maquette urbaine. Donc, on est aujourd'hui, en fait, amené à expérimenter pour faire du BIM, puisqu'on a encore peu de retours d'expérience, mais ça commence, hein, donc c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des spécificités des maquettes numériques urbaines et permettent de récoller des données massives hétérogènes. On va pouvoir avoir des thèmes spécifiques à la ville. On va pouvoir avoir des contenus très variés en termes de nature de données, des zonages, des volumes, des polylignes, des objets 3D, des nuages de points, des modèles BIM avec des attributs. On va pouvoir récupérer toutes ces données-là selon les logiciels utilisés. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une certaine cohérence et des choix dans le rendu visuel aussi. Donc, tant au niveau du détail des objets qui sont représentés que du visuel global. Le cadre contractuel est donc au cas par cas à écrire quand vous faites du CIM ou quand vous passez commande pour que votre site ou votre projet soit conçu en CIM. Donc, il y a une grande importance, bien sûr, de la gestion des données, du data management, puisque cette donnée est complexe, massive et hétérogène, avec tout un jeu d'acteurs. Donc, c'est très important. La donnée et sa gestion est très importante dans la démarche CIM. Donc, qu'est-ce qui est typique des SIG? Qu'est-ce qui est typique de la 3D et du BIM? Là, je vais passer assez rapidement parce que là, on est vraiment dans des débats techniques. Mais c'est quand même pour vous dire que finalement, le CIM récupère à la fois tout ce qu'il y a de bien dans la méthodologie SIG et dans la méthodologie BIM. Puisque au niveau de l'aménagement et de la gestion, on va avoir donc une notion de gestion par le CIM, mais aussi une notion de construction par les objets qui sont construits. Donc, le BIM, c'est plutôt construire des choses et le SIG, c'est plus analyser l'existant. Mais là, on va faire les deux.
L'échelle, comme je vous le disais, on va de la vue globale typique des SIG jusqu'aux vues détaillées typiques du BIM. La notion de temporalité est importante. En BIM, on a vraiment cette notion de cycle de vie et ce séquençage au fur et à mesure des phases et des échanges entre les différents contributeurs. Pour une maquette SIM, c'est pareil, on va pouvoir historiser sa maquette, la versionner, et ça va correspondre à des phases d'aménagement ou de gestion de son territoire. Et les données vont aussi avoir des notions temporelles à l'intérieur. Au niveau des relations entre les objets qui sont contenus sur ce modèle, typiquement en SIG, on va avoir des interrelations spatiales, donc où se positionne un objet par rapport à un autre, alors qu'en BIM, on va avoir surtout des relations entre les objets. À quelle distance, comment sont alignés mes candélabres le long de mon pont, comment le tablier de mon pont est positionné sur les piliers. Donc là, ça va être vraiment une imbrication entre objets, alors que dans le SIG, c'est plus une position d'objets séparés les uns par rapport aux autres. Donc, on va pouvoir prendre en compte tout ça aussi dans le SIM, puisqu'on va mettre à la fois des objets et les placer dans leur environnement. Ce qui est typique des SIG, c'est aussi d'avoir des représentations thématiques. Et ce qui est typique des usages BIM, c'est d'avoir des représentations métiers. Donc, on a de la chance, on va pouvoir faire les deux grâce aux maquettes numériques. Donc, les contenus typiques, là, je vous passe le détail, mais les contenus typiques des SIG, ça va être des cartes, des attributs. On va pouvoir reprojeter des données dans un système géodésique qui va déplier finalement le globe dans l'espace plan pour pouvoir travailler. On va avoir une grande importance des données qui sont soit appelées en direct par Internet, par des requêtes spatiales, ou alors qui sont intégrées directement dans le modèle. Finalement, ce qui est typique des données SIG, c'est d'exprimer en fait une base de données dans un modèle. Donc ça, c'est vraiment, le SIM va reprendre ça. Le SIM, c'est vraiment l'expression, la visualisation d'une base de données complexe de manière intelligible et simple dans l'espace. Bon, le BIM, c'est plutôt des modèles géoréférencés qui décrivent des objets, qui ont des sémantiques et des attributs, qui vont aussi être visualisables, mais souvent dans des logiciels tiers que les logiciels de modélisation BIM. Et les formats de modèles sont assez interopérables. Il y a aussi des formats de modèles interopérables dans le SIG. Donc, par exemple, le CityGML, en BIM, il va y avoir l'IFC, avec maintenant l'IFC 4.3. Donc, ça, c'est des formats typiques qui peuvent être intégrés dans les modèles SIM. Donc, ce qui rentre dans un modèle SIM, ça va être des données de tout type, des données BIM, SIG et autres, 3D, des couches, des contours AutoCAD, etc. Ce qui va sortir du modèle SIM peut aussi alimenter d'autres du SIG ou du BIM. Hein. On peut exporter un terrain pour l'intégrer dans un modèle BIM. On peut exporter des modèles 3D hein, pour donner ça à des architectes pour travailler sur un terrain. Donc, l'idée, c'est de rechercher une certaine interopérabilité. Pour ça, pour nous aider à avoir une certaine interopérabilité dans le jonglage avec les données qui rentrent et qui sortent, il y a des logiciels qui sont assez simples pour ça. Il y a aussi des connecteurs, des importateurs et tous les outils ETL qui sont des outils pour traduire, en fait, structurer des données d'un schéma de description de données dans un autre pour pouvoir, en fait, avoir une certaine interopérabilité entre outils. Donc, les exemples, finalement, on va pouvoir utiliser les modèles BIM en pré-programmation de l'étude esquisse, avant-projet, dossier de consultation des entreprises, chantier, gestion, rénovation. Je ne vous montre pas que c'est rare d'avoir des projets qui embrassent toutes ces étapes-là, mais on va au moins se focaliser sur certaines phases de projet. Et l'idée, c'est quand même que quand on fait un modèle d'aménagement en SIM, il puisse être exploité après pour les usages, pour la gestion du SIM. Donc, il va aider bien sûr aux missions urbaines des urbanistes et des paysagistes. Et il va aider aussi à faire des analyses et des simulations. Donc, par exemple,
On a le fait de pouvoir rassembler des données techniques pour mieux penser un territoire dans une vision documentée. Donc là, c'est un exemple sur les bassins versants du Finistère. Donc là, on est vraiment dans du multi-échelle. On peut zoomer et aller voir et interroger toutes les surfaces, voir les pentes, etc. Donc ça va être vraiment un modèle SIM de territoire qui permet de rassembler des données techniques précises. La maquette SIM va pouvoir aussi servir de référentiel aux maîtres d'ouvrage, gestionnaires d'assets, de patrimoine, qu'ils soient privés ou publics. Donc là, par exemple, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ils ont un BIM, un SIM qui est plutôt orienté SIG, qui leur sert à gérer leur réseau et leurs projets d'aménagement. À Nice, ils ont vraiment cette logique d'utiliser une méthode intégrée, d'avoir une grande base de données, de suivi de la ville intelligente pour se lier aux caméras de la ville, au suivi de tout ce qui s'y passe. Donc là, ça va être une aide à la décision en interne, en temps réel, et aussi une promotion du territoire. L'interface SIM de Strasbourg, elle évolue aussi, mais elle a été faite il y a quelques années, en 2015, en modélisant tous les bâtiments texturés avec les façades, les arbres et le mobilier urbain. Et ils s'en servent pour décrire leur ville et mieux la gérer. Donc ça, c'est des exemples. Bien sûr, en aménagement, on peut utiliser des maquettes. Hein. Donc là, je vous ai montré 2 exemples. Tous les exemples que je vous montre, c'est des modèles sur lesquels j'ai travaillé. Hein. Fallait faire un choix comme ça, au moins. Je ne peux pas vous montrer tout ce qui existe. Donc je me focalise sur les maquettes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de prolongement du train à Genève. Donc il y avait un modèle SIM qui était technique, un autre modèle pour communiquer. À droite, c'est le PLU de Puteaux qui est expliqué aux citoyens de manière dynamique avec les nouveaux projets en bleu qui sont maintenant sortis de terre, mais à l'époque, ils ne l'étaient pas. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir un référentiel de son territoire. Et puis, quand un site est amené à évoluer, on prend une décision et on peut programmer ce projet-là. Et quand on programme ce projet-là, il va avoir donc tout ce cycle de vie que vous connaissez sans doute en BIM, c'est-à-dire que le site peut être modélisé en modèle de conception. Ensuite, il va être réalisé, donc on va pouvoir mettre à jour ce modèle de conception pour représenter ce qui a été vraiment réalisé. Et ça peut servir aussi de modèle de gestion, et simplifié et remis dans le référentiel de tout le territoire, dans le référentiel virtuel de tout le territoire. Donc, on peut avoir ces 2 échelles de fonctionnement. On s'intéresse à un site qu'on peut mener en conception BIM et ensuite le réintégrer dans un modèle global de territoire SIM. Donc là, un exemple de vision multi-échelle en Finistère. Donc là, le modèle SIM a servi vraiment, plus on zoomait, plus on avait des couches qui se chargeaient différemment. C'était pour pouvoir penser à la cohérence des territoires du Finistère avec des équipes multidisciplinaires. Donc c'est vraiment là, du coup, on a une vision commune et on peut aller sur le terrain, reconnaître ensuite ce qu'on a vu sur le terrain, sur le modèle et travailler dessus sur des bases très précises. Voilà une approche thématique. Ça, c'est un cadastre vert qu'on avait monté quand Nantes était capitale européenne. C'est une maquette qui présentait un peu toute l'évolution du socle de Nantes de manière géoréférencée et toutes les trames vertes et comment sont gérés les espaces verts avec toute la base de données des arbres, etc., qui était intégrée sur le modèle SIM. Donc là, on peut parler d'un cadastre vert de présentation et de gestion des espaces verts. C'est un exemple de thématique. Donc là, par exemple, pour présenter les rives ou pour présenter ici un comptage d'une plante emblématique des estuaires. Donc c'est quand même beaucoup plus visuel et compréhensible que des cartes ou des tableaux. On va pouvoir utiliser le SIM aussi pour simuler des phénomènes physiques, anticiper des questions de perception, etc. Donc là, ça a été fait à l'EPADESA, donc Paris La Défense aujourd'hui, à l'époque pour tester tout ce qui était potentiel éolien et solaire, à la fois pour voir si on pouvait mettre des panneaux photovoltaïques et si c'était confortable
pour les usagers et quelles prescriptions à faire pour la gestion des végétaux et pour rendre ces espaces plus confortables. Donc, un autre exemple de co-conception, là, c'était un écoquartier. Donc, ça, c'est un des premiers projets CIM qui ont été faits, auquel j'ai participé. C'était pour Grand Paris Aménagement avec Z Studio. Donc là, c'était une maquette. Vraiment, on a fait toute une pédagogie auprès du client, donc Grand Paris Aménagement, avec tout un tas de phases en esquisse, avec un gros enjeu sur les boisements, la position des chauves-souris, les zones d'exclusion autour des arbres. On a fait un premier modèle avec des prescriptions architecturales issues du paysagiste en charge des espaces publics, l'agence Terre. Et ensuite, on a intégré au fur et à mesure les différents lots d'architectes qui étaient en BIM ou pas, mais on les a intégrés de manière homogène. Et plus ça allait, plus il y avait du détail. On a intégré les modèles détaillés. Et la maquette servait parfois, était visitable pendant 1 heure lors de réunions de technique. Et ça a aussi été utilisé pour faire un film pour les vœux du maire, alors que ce n'était pas prévu. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ces maquettes-là, là, ça avait été fait sur InfraWorks, on peut voir quand même un certain réalisme, mais c'est à la fois technique. Donc, des modèles typiquement vont avoir tous les objets qu'il y a dans une ville, donc le mobilier urbain, les réseaux. On peut aussi rajouter des véhicules ou des petits objets pour donner en fait des indices sur l'usage du modèle. On peut représenter le réseau viaire, l'hydrographie, les sous-sols si besoin. Donc là, c'est un exemple comment on fait. On va récupérer, on peut récupérer les données par nuage de points, qu'on peut classifier, séparer pour les extraire, ou alors ça peut être juste une aide pour avoir des renseignements géométriques, mais on peut faire aussi appel aux données de l'IGN, la BD Topo, la BD Ortho, aux données géomètres, bien sûr, qui sont faites à façon, selon les projets, pour reconstituer, pour avoir des données topographiques. Et il faut bien sûr pas s'épargner d'aller sur le terrain. Donc, les sources de données terrain sont à différentes échelles. On a les données satellites, on a les données, donc les couches de la BD Topo de l'IGN qui sont gratuites et disponibles pour tous les projets depuis 2011. Et même pour les projets privés, donc ne pas s'en priver, les relevés géomètres et les données projets, bien sûr, quand on est sur le site, qui sont plus précises. Donc un terrain, il y a plusieurs manières de faire un terrain dans un modèle CIM. On utilise souvent des modèles numériques de terrain qui sont donc des surfaces triangulées. Toutes les lignes de rupture, les bordures de talus, etc. vont être représentées et triangulées. Et les points aussi vont être triangulés. On peut aussi représenter des objets de manière paramétrique, comme tout ce qui est voirie. Donc, il y a différentes techniques, hein, mais il y a des logiciels dédiés pour ça, et certains logiciels permettent de le faire aussi directement dedans. Les bâtiments et ouvrages donc, vont être faits en différents niveaux de détail. Donc, typiquement, dans un modèle CIM, on va pouvoir aller dans les modèles de niveau de détail où on représente les toitures, et les façades, donc entre le LOD2 et le LOD3. Rarement le D4, on va aller à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est les niveaux de détail typiques du site IGML. Il va falloir faire des choix de simplification des objets. Pour la végétation, c'est pareil. Quelle échelle on utilise, quelle strate on représente, à quel stade. Donc, on peut gérer aussi ça avec des points, des fichiers ponctuels qui décrivent les espèces. Là, c'est un exemple de projet qu'on a fait récemment pour accompagner la concertation. Donc, finalement, c'était un projet sur l'avenir d'un château parce que la mairie avait brûlé. L'avenir du site autour de la mairie et du château. Et en fait, un atelier citoyen a permis d'imaginer comment, de comprendre quels étaient les enjeux du site et d'imaginer ce qu'on pouvait faire demain sur ce site au point de vue de l'animation, de la gestion des eaux, de l'environnement, de l'accueil. Donc, le modèle a vraiment servi à étudier toutes ces informations. Donc, je peux vous montrer peut-être une petite animation qui présente ce film-là. Oui, hop.
Donc ça, voilà, ça c'est le modèle InfraWorks de cette mairie et de ce site classé en devenir dans l'Orne, de la ville de Flers. Donc là, on a représenté, donc c'est un MNT fait à partir des données IGN. Les arbres ont été faits en respectant les espèces et les tailles. Les bâtiments ont été faits en géométrie très légère. Et en fait, là, vous voyez, on montre le thème de l'eau, le thème de toutes les idées des citoyens ont été géolocalisées et décrites. Et quand on passe son curseur sur la maquette, on va en fait appeler toutes les informations, donc les surfaces, le nom des différentes parties du site, etc. Tout va être, en fait, tout va fourmiller d'informations grâce à des infobulles. Donc ça, c'est vraiment utiliser une maquette pour bien concevoir et surtout imaginer un site dès la concertation. Donc, comment on se lance en CIM? Ce qui est important, c'est de connaître les enjeux, pourquoi on veut faire du CIM, identifier le potentiel selon ses besoins. Donc, bien sûr, il faut bien connaître les concepts, les outils. Pour ça, donc, on peut se faire accompagner par des formations. On peut aussi pratiquer, échanger. Donc, il faut pratiquer le CIM pour s'améliorer. Et on peut aussi échanger entre pairs. C'est important de mettre en place une veille pour suivre l'évolution du cadre institutionnel, l'évolution des cahiers des charges de vos donneurs d'ordre qui vont vous demander de faire du CIM, de voir aussi la veille en matière de recherche, de naissance de nouveaux outils, sachant que tout le monde ne peut pas faire du développement dans son agence, mais par contre, il y a peut-être des outils que vous avez déjà sur l'étagère qui ne demandent pas un gros effort d'apprentissage et que vous pouvez utiliser si vous avez certaines bases en géomatique. Donc, c'est important aussi de comprendre les étapes de la mise en place du BIM et de se faire accompagner. En général, quand on met en place un projet CIM, on va donc identifier tous les acteurs qui vont intervenir et cadrer le projet par des documents supports, des conventions entre acteurs qui vont contractualiser qui fait quoi, préciser les rôles et responsabilités. Si vous voulez, le CIM, c'est vraiment l'avantage du CIM, c'est qu'on essaie d'enlever le flou qu'il pouvait y avoir avant sur les projets collaboratifs. Là, vraiment, on va essayer d'ajuster en temps réel la meilleure méthode pour faire ce qu'on doit faire. Et les objectifs CIM sont aussi listés en amont avec la description des différents objets, de leur structure. Et il va falloir bien sûr identifier quel est le chemin de chaque donnée. Donc la donnée brute, comment elle est fournie, comment elle est décrite, comment on la traite pour faire les données qu'on entre dans le logiciel, dans la maquette CIM. Ensuite, comment on l'intègre et comment on la configure dans la maquette et comment on l'exploite, donc pour la voir, pour faire des analyses, pour exporter des extraits, pour faire des tableaux, etc., pour faire certains livrables. Donc, ça, c'est vraiment très important de préciser tous ces workflows en amont et tout le chemin de la donnée. Donc, l'idéal d'outils CIM, moi, j'en connais pas, mais l'idéal, ce serait, il y en a quand même des bons outils qui existent. Et l'idée, c'est d'avoir une interface facile à prendre en main. Si vous n'êtes pas des spécialistes de la géomatique ou de la 3D, vous aurez toujours dans votre agence ou dans vos services des gens qui sont déjà familiers avec la modélisation. Donc, c'est eux qui vont pouvoir se bonifier dans le CIM. Il faut avoir aussi des fonctions techniques pertinentes par rapport à ses besoins. Avoir des informations de la donnée qui sont pérennes, qui sont fraîches. On va pouvoir y attacher de la documentation, le lier à des documents, pouvoir faire des éditions, pouvoir avoir une fonction collaborative, que ce soit assez communicant, pas seulement technique, mais pas du tout visuel, qu'on puisse aussi le partager par le web, par le cloud, en mobilité, qu'on puisse faire de l'immersion et que ce soit peu onéreux. Donc là, c'est un petit peu la quadrature du cercle, mais c'est ce que je voudrais pour un modèle parfait. Après, pour chaque projet, on va trouver un peu le curseur qui va correspondre à chacune de ces exigences en amont. Voilà, je vous donne, ça peut faire peur, mais c'est tous les logiciels qui existent pour faire du CIM, sachant que, vous voyez, BIM, LIM, CIM en vert, là, on va nous s'intéresser au modeleur CIM.
et aux SIG qui font du SIM, c'est-à-dire les SIG 3D qui peuvent intégrer aussi d'autres modèles issus de la CAO pour contextualiser les projets. Et puis voilà, c'est tout un tas de types, de familles de logiciels qu'on voit aussi à ACTH dans nos formations et dans nos accompagnements. On vous donne la liste de tous les logiciels du marché qui existent par notre veille permanente et nos pratiques. Et on peut vous former sur certains logiciels en adaptant bien sûr ces usages par rapport à vos besoins. Hein. Si vous êtes maître d'ouvrage, géomaticien, constructeur de ponts ou paysagiste, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Donc, je redonne la parole à Sabrina et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci. Merci Sophie. On a un peu débordé là sur le temps. C'est pas très grave. Il y a quelques questions qui sont arrivées là dans le chat. Alors, je pense qu'il y en a certaines sur lesquelles tu as déjà répondu, comme quels outils BIM utilisez-vous? Donc là, tu en as parlé un peu sur ta cartographie de ta dernière slide. Et du coup, on a aussi quelques questions de Daniel Garçon. Oui. Alors, le SIM signifie City Information Modeling, mais est-ce que cela concerne aussi le rural? Alors oui, justement, c'est ce que je vous disais. Moi, je préfère le terme de modèle numérique de territoire plutôt que modèle numérique urbain, ou le C qui veut dire city. C'est vrai qu'on a tendance justement à parler de la ville et donc de tout ce qui est urbain. Mais j'ai envie de dire que le C, c'est plus commune que ville. C'est-à-dire que ça peut être une commune plus ou moins rurale, ou plus ou moins urbaine. Donc le SIM, on va vraiment pouvoir aussi faire du SIM sur des paysages très naturels. Hein. On a fait des modèles par exemple, pour contrôler en fait la détection automatique et la densité des arbres en Suisse sur tout un État. Et on a utilisé un modèle SIM pour tester comme ça des outils de détection automatique des arbres. Et ça a été fait donc sur du milieu naturel. Moi, j'ai travaillé ça fait 20 ans que je fais des modèles numériques et on travaille énormément sur des modèles je sais pas, de rénovation de carrières, des modèles littoraux, des modèles naturels. Donc, vraiment, c'est aussi le propre du BIM paysage, du LIM Landscape Information Modeling, de s'intéresser aussi à tout ce qui est éléments naturels de paysage, l'eau, les mouvements de terrain, même le sous-sol. Hein, il y a aussi des recherches qui sont faites en ce sens au BRGM. Donc, pour répondre à la question du monsieur, oui, effectivement, ça ne s'adresse pas qu'au modèle urbain. Bien sûr, il y a la complexité de tous les réseaux urbains et les assets urbains à gérer, mais aussi dans la nature, on va pouvoir utiliser ces modèles pour faire... pour mettre, par exemple, faire les atlas de biodiversité communaux, les trames vertes et bleues, gérer les paysages, etc. Alors, j'ai une question là qui vient d'arriver, mais alors pour moi, elle n'est pas super claire. Je ne sais pas si... Ouais, merci pour cette présentation. Combien coûte un SIM en général ou en particulier? Alors, oui, alors en fait, combien coûte un outil SIM? Ça dépend. Par exemple, si vous un outil SIM, une plateforme SIM qui permet d'intégrer des données qui sont préparées par ailleurs. Hein, donc, vous avez déjà votre modèle numérique de terrain, vous avez déjà modélisé les bâtiments, etc. Par exemple, ça va être chez Autodesk, vous allez avoir par exemple l'outil InfraWorks, ça va être 300 € par mois l'abonnement d'accès à ça. Mais il faut savoir que cet outil-là, il est déjà dans un pack de la collection AEC où vous avez AutoCAD, Revit, vous avez tous vos logiciels, Max, tous vos logiciels déjà pour faire de la 3D et du BIM. Et donc finalement, il y a des gens, ils ont ce logiciel, ils ne savent même pas qu'ils l'ont, alors qu'ils pourraient apprendre à l'utiliser. Donc, j'ai envie de dire, pour eux, c'est comme gratuit, vu que c'est déjà inclus dans leur package, mais ils ne savent pas qu'ils l'ont. Après, les missions de paysage, il y en a à toutes les dimensions, et selon aussi les budgets, je dirais que c'est entre 5 000 € pour un petit site, pour faire un existant rapidement, entre 5 000 à 15 000 € pour faire un existant, et après, ça peut monter plus pour une commune, par exemple?
pour une commune, vraiment, je ne peux pas donner des chiffres comme ça, mais c'est plus quelques dizaines de milliers d'euros. Et pour un projet comme le Grand Paris, on va être plutôt de l'ordre du million. Mais pour des communes, ça va être des dizaines de milliers d'euros. Et après, ça va être affiné et précisé à chaque étape, hein. Puisque faire un modèle de conception et après faire un modèle très complexe, finalement, ce qui va coûter, c'est pas de fabriquer le modèle, mais c'est aussi tout ce qui est management et organisation de la méthodologie du travail en CIM. Alors, alors, il y a une question qui est Mais on revenue. peut descendre, enfin, pour répondre à la question, on peut faire du CIM en étant sous la barre des 40 000 euros des appels d'offres publics, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi du CIM à moins de 40 000 euros, de se faire un modèle utilisable aussi. Ouais. Alors, on a une question un peu d'actu. Est-ce que tu utilises l'IA pour tes projets? Alors, oui et non, c'est-à-dire que vous savez, des fois on utilise de l'IA sans le savoir, mais j'ai des collaborateurs qui l'utilisent. Par exemple, pour faire du suivi, enfin je vous donne des exemples, hein. Donc l'IA va être utilisée par exemple par les architectes pour les aider à programmer quand ils ne sont pas programmeurs. Ils demandent à l'IA de créer les algorithmes de modélisation. Donc ça peut être un support à la modélisation, d'accord? Ou de créer des workflows pour affiner, pour transférer des données, sélectionner des données, etc. Donc ça va être l'intelligence artificielle utilisée pour gérer ces données ou préparer ces données, d'accord? Ça c'est un usage. Il y a un autre usage, par exemple, qui va être utilisé en infrastructure. Ça va être, par exemple, de faire passer une voiture qui va scanner, enfin photographier une route. Donc la voiture, elle passe à 60 km/h sur une route existante et elle va photographier les fissures de la route. Et l'intelligence artificielle va, donc préparer en amont, bien sûr, programmer en amont, va pouvoir reconnaître les fissures, les classer en typologie, donner, et en fait en faire une couche SIG avec classé par type de fissure, plus ou moins large, etc. Et comme ça, le gestionnaire, il sait exactement où il doit intervenir et quel niveau de gravité est la route à rénover. Donc ça, c'est vraiment des apports de l'intelligence artificielle. Un autre exemple d'intelligence artificielle sur lequel j'ai travaillé cette fois, c'était dans les années 2010. On n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, mais j'ai travaillé sur l'application d'un système de reconnaissance automatique des arbres à partir d'images haute résolution oblique de l'IGN et des modèles numériques de surface, et on extrayait les arbres de ces surfaces de manière automatique. Et là, c'est une intelligence artificielle. On lui donnait une zone d'apprentissage en lui disant ça, c'est un arbre, ça, c'est un feuillu ou c'est un conifère. Et après, l'intelligence artificielle extrayait tout ce qui était bosse d'arbres, et on extrayait un arbre avec une hauteur, une largeur, une hauteur globale et un élément d'information lié à la couleur des pixels pour dire si c'est plutôt un feuillu, plutôt un conifère. Donc c'était plus ou moins robuste. On a fait des post-traitements aussi avec la collaboration du canton et l'État de Genève, qui ont un très bon système de services de géomatique. Et donc ça, c'était basé sur la thèse de Corina Jovan de l'IGN. Ça date de 2011, je crois. Et donc ça, c'était déjà de l'intelligence artificielle pour récupérer des données arbres. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, ça a énormément de potentiel et ça va être de plus en plus utilisé dans le CIM, c'est sûr. Alors, merci Sophie. On a encore pas mal de questions autour des logiciels qui arrivent et qui reviennent. Oui. Quel logiciel vous proposez-vous afin d'alléger la manipulation du modèle numérique? Car numériser une ville, ça doit certainement peser et du coup difficilement manipulable en machine. Alors, pour répondre à votre question, je vais carrément ouvrir un modèle. Vous allez voir. Ça, c'est un modèle. Là, je suis en temps réel, vous voyez. C'est un modèle qui a été réalisé sur InfraWorks, un modèle de ville. Vous voyez comme c'est léger, comme c'est rapide. C'est vraiment très léger. Et la méthode, c'est d'utiliser des arbres, là, par exemple, des arbres très légers,
les arbres, en fait, ils ne sont pas en full 3D, c'est des arbres hybrides, donc ils ont un tronc en 3D, mais qui est léger, et ils ont un houppier qui est allégé. La modélisation là, des bâtiments, ça paraît très réaliste, mais parce qu'il y a des photos qui sont plaquées dessus, mais la géométrie est très légère. On a travaillé en ce qu'on appelle en low poly. Je vais vous montrer juste un exemple. Un exemple. Donc voilà, en low poly, voilà, regardez comme c'est léger. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de faces. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler dans un modeleur pour optimiser ce qu'on fait rentrer dans la maquette, utiliser toutes les technologies qu'on utilise en jeu vidéo, c'est-à-dire souvent les plateformes SIM qui doivent intégrer beaucoup de données. Eh ben, il faut que la donnée elle soit propre et optimisée pour que justement elle soit légère. Mais moi, franchement, là, depuis ces dernières années, les logiciels ne plantent jamais, hein, ça plante jamais. Si la donnée est bien préparée et optimisée pour le rendu qu'on veut lui donner, le niveau de détail qu'on veut lui donner, on est bon. Donc, il faut toujours penser le plus léger possible par rapport aux besoins dont on a besoin. Et donc, les outils qu'on utilise, donc je reviens à ma petite slide. Là, j'en profite pour mettre les infos de contact. Les logiciels qu'on utilise, ça va être, par exemple, nous, à ACTH, on donne des cours sur le logiciel InfraWorks, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en 2 jours, on peut vraiment avoir une prise en main opérationnelle du logiciel si on connaît déjà un petit peu, si on s'est modélisé un petit peu sur AutoCAD ou voilà, ça ne demande pas de grandes compétences et c'est des logiciels très ergonomiques et intuitifs qui permettent de faire de l'esquisse et de mettre ces bâtiments, ces projets en contexte. Après, il faut savoir modéliser des socles. Donc ça, maintenant, c'est ce qu'on demande de plus en plus aux maîtres d'œuvre, hein, c'est de savoir modéliser des socles de terrain. Donc, il y a une enquête qui a été faite il y a 2 ans là-dessus, sur les pratiques des maîtrises d'œuvre par rapport au CIM. Et il y a on demande toujours un tiers dans l'émission, un tiers des répondants à l'enquête ont dit qu'il fallait savoir modéliser du socle. Donc ça, c'est des choses aussi, on forme les gens là-dessus, on les forme dans des formations pour adultes inter-entreprises de 2 jours, mais aussi dans des formations à la carte qui vont être adaptées en fait à vos compétences initiales et à vos besoins et à vos jeux de données. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par cette formation, d'ailleurs, c'est une formation qui est labellisée dans le cadre des actions collectives de l'OPCO Atlas. Donc, si vous faites partie d'un bureau d'études, cette formation elle est prise en charge de façon prioritaire par rapport aux autres. Donc, si vous avez besoin d'informations, je pourrais vous en fournir. On a une autre question concernant SketchUp. Oui. Est-il possible d'utiliser SketchUp pour faire du SIM et avec une acquisition de données SIG comme base bâtiment et données carto? Oui, alors SketchUp n'est pas un logiciel SIM proprement dit. SketchUp permet de faire de la modélisation 3D. Donc, les bâtiments, les objets modélisés sur SketchUp peuvent être récupérés dans des plateformes SIM. Donc, c'est là le lien. Après, dans SketchUp, on peut aussi glisser des socles, hein. Mais disons qu'il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas développé pour ça. SketchUp, hein, si je traduis, rappelez-vous, ça veut dire esquisse, hein. Donc, on n'est pas dans de la gestion de grands territoires hyper complexes avec tous des assets numériques du banc jusqu'au bâtiment et jusqu'au réseau et jusqu'à la rivière, hein. Donc, SketchUp ne pourra pas faire ça par rapport à ses capacités et à ses objectifs de fonctionnalité. Mais justement, là, les fonctionnalités... Voilà, les fonctionnalités d'un logiciel SIM, c'est ça. Parfois, on peut modéliser dans le logiciel, mais souvent, c'est plus une plateforme d'intégration. Mais ça veut dire qu'il faut commander ou il faut que chaque contributeur fasse le socle, la base de données pour les arbres, la base de données pour les bâtiments, avec la simplification qu'il faut, les réseaux, etc. Donc, ça demande des compétences en modélisation et en intégration. Alors, il nous reste encore 2 questions, Sophie, on y répond et puis après on arrête le webinaire parce qu'on a bien débordé sur le temps prévu.
D'accord. Vous pouvez toujours nous poser aussi des Ouais. questions hein, par message. Il n'y a pas de souci, via CTH ou via mon email. Utilisez-vous Twinmotion avec InfraWorks? Oui, alors Twinmotion, on peut en fait exporter les modèles InfraWorks en modèles 3D texturés qui peuvent être ensuite habillés et animés dans Twinmotion pour un rendu beaucoup plus communicant. Donc c'est possible. Et coût du logiciel InfraWorks, si tu le connais? Oui, alors comme je vous disais, c'est 300 € par mois et c'est un peu plus de 3 000 € sinon annuels. Voilà, ça c'est les prix, sachant qu'on peut aussi utiliser des jetons maintenant Autodesk. On achète des jetons et ça nous permet, si on ouvre le logiciel que je sais pas moi, que 30 jours par an, et ben on va utiliser des jetons que pour, on a le droit de télécharger le logiciel, le plus à jour possible dans sa dernière version et on va payer que quand on l'utilise. Donc ça je sais que c'est utilisé par Autodesk, cette méthode-là. Et il y a aussi des formules pour 3 ans qui sont plus économiques. Mais je rappelle que quand on achète les logiciels tout seul, ça coûte plus cher que quand on les achète dans des packages. Et je rappelle que je ne suis pas du tout payée par Autodesk pour faire ça. C'est simplement que j'utilise pas mal leur logiciel, Civil 3D pour faire les socles et InfraWorks par exemple pour faire des modèles rapidement. Oui, et ACTH, pareil, est complètement détaché des éditeurs de logiciels. Voilà, Voilà. on est très open, on travaille avec tous les éditeurs. Et on ne vend pas de logiciel, donc on Et est on ne vend surtout pas de complètement logiciel. Ouais. complètement détaché du sujet, complètement agnostique sur le sujet et ouvert justement à toutes les possibilités techniques qui peuvent répondre au mieux à vos besoins métiers. Oui. Super. Bah, merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Comme elle l'a